dans les hôpitaux, ils ont quand même joué, diffusé la musique. Ils ont vu qu'en fait, il y avait une réaction forte de détente, d'apaisement. Comme musique et médecine étaient très liées depuis très très longtemps, quoi. Platon, par exemple, il a dit « on met la musique pour adoucir mon peuple ». C'est incroyable. Tu vois ? Puisqu'on n'est pas tous pianistes comme toi, on est peut-être tous un peu mélomanes, je sais pas. J'en sais rien. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles à tout le monde, en fait, qui nous écoute ? Et j'ai pas envie de parler que du cancer, mais la musique dans n'importe quelle situation de la vie. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent. Comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. L'histoire du cancer de Min a commencé de manière un peu bumpy et compliquée. Un diagnostic erroné, un cancer plus grave que ce qu'on lui avait annoncé, une erreur en quelque sorte. C'était vraiment pas évident pour Min qui, heureusement, a fini par tomber sur les bonnes personnes et être bien suivie. Cancer du sein, et 6 mois plus tard, quand elle était encore en chimio, cancer du côlon qui a été découvert par chance. Un peu bizarre de dire par chance, mais c'est le scan de contrôle pour le cancer du sein qui a permis de découvrir le cancer du côlon. Elle voit cela comme une chance d'avoir pu le découvrir et le traiter à temps. Aujourd'hui, c'est le premier podcast d'une série de 2, on va dire, parce que Min va nous parler du livre qu'elle a écrit avec Alain Toledano, fondateur de l'Institut Raphaël à Paris, et j'ai donc interviewé Min et Alain, l'un après l'autre, à l'Institut Raphaël. La musique pour dépasser le cancer, les bienfaits des thérapies complémentaires. Voilà le titre du livre. Min, en tant que pianiste professionnelle, nous parlera plus de la musique et Dr Toledano nous parlera de l'Institut Raphaël, des thérapies complémentaires et de la médecine intégrative. Min, malgré le démarrage un peu compliqué, a très vite été actrice de son parcours de soins dès l'annonce du diagnostic. C'est bien toute la mission de l'Institut Raphaël, être actrice de son parcours de soins. Elle a bénéficié de thérapies complémentaires et elle en parle avec beaucoup d'enthousiasme. Elles l'ont réellement aidée à affronter toutes les étapes. Ce qui l'a également aidée, c'est la musique. Quel bonheur de l'écouter parler des bienfaits de la musicothérapie, du lien entre médecine et musique, entre musique et émotion, entre musique et mémoire. La musique est la maladie. La musique est n'importe quel événement de la vie. Elle nous dit combien la musique peut réguler nos émotions. Elle agit directement sur le cœur. J'imagine que vous avez tous fait l'expérience d'être instantanément triste ou heureux en écoutant quelques notes de musique. La musique a ce pouvoir sur nous. Les dieux et les philosophes antiques le savaient déjà. Apollon était médecin et musicien, et le lien entre musique et apaisement était déjà très reconnu. Platon disait que la musique adoucissait son peuple. Vous vous souvenez cette scène du film Shawshank Redemption, quand il passe un morceau classique dans la cour de la prison ? Tout le monde se calme. La musique apaise, le nourrisson est apaisé par les comptines, la personne sourde peut également être apaisée par les vibrations de la musique, même sans l'entendre. C'est puissant. Et c'est magnifique d'écouter Min en parler. Elle a une histoire touchante à raconter de concert à sa fenêtre pendant le Covid, je vous laisse découvrir. La musique crée du lien. La musique unit, elle donne de l'énergie. Elle encourage aussi quand on entend ses hymnes nationaux aux Jeux Olympiques. C'est fort. Min nous parlera de musicothérapie, de l'origine de cette discipline et comment se passe une séance. Rassurez-vous, il ne faut pas être musicien pour pouvoir pleinement profiter d'une séance de musicothérapie. Et je pense en fait qu'on en a tous déjà un peu fait à notre façon. On a tous aussi une playlist préférée, soit sur notre smartphone, soit dans notre tête, une playlist de musique qui nous font du bien, qui nous rappelle de magnifiques souvenirs, qui permettent de raviver des émotions. Min n'a jamais arrêté de jouer pendant le cancer, au contraire, elle a découvert plein de choses pendant sa maladie. Quand elle rentrait de ses chimios, elle se dirigeait directement vers son piano et elle jouait ce qui lui faisait du bien, à ce moment-là. Parfois elle était inspirée par un certain morceau, parfois un tout autre, et elle nous explique tout cela. Elle nous explique aussi comment les clés peuvent influencer nos émotions. Pour reprendre un exemple, le Ré mineur du Requiem de Mozart
est une clé dramatique et provoque les émotions que nous connaissons tous quand nous écoutons ce requiem. Il y a les clés plus joyeuses, plus légères, qui provoquent des émotions gaies, et nous ferons une expérience, même 3 en fait, pendant ce podcast. Min partagera un morceau qui évoque pour elle l'espoir. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite de vous laisser porter par ce podcast. J'espère qu'il vous permettra d'écouter la musique autrement, peut-être encore mieux, et de voir en elle tous les bienfaits qu'elle peut apporter dans toutes les épreuves et étapes de la vie. À vrai dire, je sais pas trop s'il y a des gens qui ne vibrent pas du tout au son de belle musique. La musique existait avant le langage. Elle parle à notre cœur, elle va au cœur de nos émotions. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Min. Bonjour Delphine. Merci 1000 fois de me donner une heure de ton temps très très précieux ici dans l'Institut Raphaël. Quelle chance, et j'adore quand les projets se concrétisent parce que finalement j'ai reçu un email de ton agent il y a 3 semaines, même pas, et on est là rassemblés pour un double podcast. J'explique quand même aux auditeurs. 2 podcasts, l'un après l'autre. Donc d'abord toi, où tu vas nous parler de ton livre que tu as écrit avec le docteur Toledano. Et puis j'enregistrerai après le podcast avec le docteur Toledano. Et alors donc nous allons parler de l'Institut Raphaël, de ce que tu as découvert chez docteur Toledano, des soins de support et bien évidemment de la musique et de la musicothérapie. Et avec docteur Toledano, on parlera de la médecine intégrative, évidemment de l'Institut Raphaël, des soins de support, de la relation patient-soignant. Et donc voilà, on a plein de choses à se raconter aujourd'hui. Et j'aimerais que tu commences peut-être par faire une petite présentation où tu habites, ta profession évidemment, parce que ça c'est quand même exceptionnel. C'est dommage qu'on n'a pas un piano juste ici à côté où tu pourrais nous faire un petit morceau. Mais il y aura des morceaux évidemment qu'on va pouvoir écouter pendant ce podcast, un podcast expérience. Voilà, nous dire où tu habites, où tu as grandi, ta famille, et puis évidemment l'événement qui a changé ta vie. Alors d'abord, merci chère Delphine, je suis ravie de pouvoir partager ce moment ensemble. Effectivement, on a plein de choses à raconter. Donc moi, je m'appelle Min Jang Kim, je suis pianiste concertiste et aujourd'hui j'habite en France. Je suis franco-britannique avec des origines sud-coréennes parce que mes parents sont coréens. J'ai 2 enfants de 9 ans et 6 ans aujourd'hui. Et effectivement, l'identité de la musique était toujours associée avec moi parce que je suis pianiste, je reste toujours pianiste. Mais en 2019, j'avais un événement qui n'a pas été prévu. Effectivement, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein. Ça, c'était en juillet 2019. Et 6 mois plus tard, la chance ou la malchance avec le premier cancer, je dirais plutôt la chance pour moi, très sincèrement, j'ai découvert que j'avais aussi un cancer du côlon. Oui, j'avais été très frappée par le fait que tu dis j'ai eu de la chance dans ma malchance, que en fait ton PET scan a permis de découvrir ce 2e cancer. C'était exactement ça. Sans le premier diagnostic, je n'aurais jamais su pour le 2e. Et c'est vrai que ensuite, un cancer du côlon peut être plus dévastateur en fait au niveau de pronostic. Oui, ou qu'on le détecte peut-être un peu plus tard en fait. C'est ça, pardon. Ouais, on est en plein dans le premier jour du mois de sensibilisation au cancer colorectal, donc voilà. Alors, en fait, on a appris ça presque en même temps, quelque part. C'est ça. Presque au jour près, en même temps, 2019. C'est ça, exactement. Et donc voilà, tu peux nous resituer peut-être un tout petit peu les traitements que tu as eus. Voilà, comme ça, on a un petit peu le contexte. Oui, bien sûr. Et puis, évidemment, on va parler de ton livre et de tous ces soins de support. Ouais, bien sûr. Déjà, je crois que c'est pareil pour tout le monde. En fait, on a toujours une petite histoire de build-up. Si tu veux en fait. Donc c'était bien le cas pour moi parce que au début d'année, en fait c'était en mars 2019, j'ai détecté une petite bulle. Je faisais toujours des autocontrôles. Donc en fait, je connaissais assez bien mon corps, mes seins, les 2 seins d'ailleurs, et j'ai détecté une bulle au niveau de ma melon. Donc je suis allée tout de suite bien sûr pour voir le gynéco. Elle m'avait dit non mais ça peut arriver en fait, je pense que c'est rien, on le servait. Ah bon? Ouais. Ok. Et ensuite, même pas d'échographie, rien du tout? Rien du tout à ce stade. Et c'est vrai qu'ensuite, j'avais quand même une vie assez chargée. J'avais des concerts prévus. Voilà, je partais, je faisais des déplacements. Donc, quand même, ok, je le servais. Et c'est vrai qu'en fait, la bulle, au bout de quelques mois, était partie. Ah. Ensuite, en juillet,
En juin, 2019. Oui, donc là, on parle c'était mars, la découverte, ça a un peu disparu, et puis de nouveau en juillet, oui. En juin 2019, c'était le 25, en fait, juin 2019, j'ai senti une autre bulle. Pas la même position, c'était un peu plus haut, au niveau des aisselles. Plus nettement, en fait, au niveau de consistance, le texture, c'était dur. Je suis allée tout de suite voir mon gynécologue, qui m'avait dit non, il faut faire une radio, en fait, une échographie, une mammographie. Donc le 26, je suis allée et on m'avait dit, vous savez, vous avez des microcalcifications très fortes. Donc je disais, bon, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on parle d'un cancer? Et bien sûr que les radiologues, ils peuvent rien dire. Non, avant qu'il y ait la biopsie, on peut mais pas, selon les grades de ACR, c'est ça, ACR, voilà. 1, 2, 3, 4, oui. Oui, c'était à 3. Oui, bon, t'avais compris, oui. Voilà, j'avais compris qu'il y avait quand même un sujet. Oui. Du coup, en fait, à vrai dire, déjà, à partir de ce moment-là, en fait, j'ai un peu raisonné, est-ce que ça peut être un cancer? Du coup, je faisais toute recherche sur l'Internet, bien sûr, de voir qu'est-ce que ça veut dire, le prognostic. Et ensuite, ça a enchaîné toute une série de tests, voilà, parce que je faisais une biopsie, bien sûr. Ensuite, on m'a recommandé un chirurgien pour faire une tumorectomie parce que la biopsie a bien montré qu'il s'agissait quand même de cellules cancéreuses. Mais même avec ça, j'ai posé quand même beaucoup de questions à cette chirurgienne qui en fait, elle ne voulait pas forcément à me répondre parce qu'elle m'avait dit, Madame, vous avez juste des cellules in situ. Oui, ok. Ça suffit avec une tumorectomie. Oui. Et vous serez guéri. Ok. Donc, moi, si c'est aussi simple que ça, je le comprends. Et voilà, oui. À la fois, je me sentais rassurée parce que si vraiment il s'agissait que ça, tant mieux. Je n'ai plus besoin de parler de ça. Mais comme j'ai fait quand même un peu la recherche sur l'Internet, je savais, à un moment donné, ça peut être très localisé, pas infiltrant à ce stade, mais qui peut avoir d'autres effets après pour ensuite faire le soin, pour limiter la propagation d'un cancer après. Tout à fait. Mais elle voulait pas savoir, à vrai dire. Ok, donc je fais, même dans le blog, j'ai reposé la question, vous n'enlevez pas les sentinelles ganglions? Oui. Non, on n'a pas besoin pour vous. Voilà. Donc, un mois plus tard, parce que les résultats prenaient quand même presque un mois. Donc, elle n'a pas enlevé de ganglions sentinelles à ce moment-là? Non, elle n'a fait que la tumorectomie dans la partie concernée avec les infiltrations de in situ, en fait, les cellules in situ. Un mois plus tard, c'était en août, je suis allée la voir dans son cabinet. J'attendais. Elle entrait pour accueillir d'autres patients avant moi, bien sûr. Elle n'osait pas me regarder dans les yeux. Et c'était avant que je rentre même dans son cabinet, dans son bureau, je savais qu'en fait, il s'agissait d'un cancer. C'était juste, voilà, je savais. Oui. Et quand elle m'a, ensuite, voilà, on était assis, toutes les deux en face. J'avais mon mari avec moi, qui est venu exprès même parce qu'on s'est dit, si c'est rien, mais... un in situ, c'est quand même un cancer. Voilà, aussi, c'est ça. Il y en a qui disent précancéreux, mais c'est pour relativiser les choses, voilà. Oui, c'était du local, il y aurait juste la tumorectomie, on n'en parlait plus après, évidemment. Exactement. On était dans quelque chose d'autre, oui. Et elle m'a prononcé, je suis vraiment désolée, mais c'est un cancer, ça m'est jamais arrivé. Elle avait fait une erreur, alors? En gros, oui. Oui. Et elle dit, ça m'était jamais arrivé. Je dis, mais j'espère que ça ne vous arriverait jamais non plus, parce que là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et là, maintenant, il fallait alors enlever tout le sein et puis enlever du coup, voilà, elle m'a expliqué. Ensuite, on a regardé l'anatomopathologie ensemble. Oui. Et c'est là que j'ai compris, en fait, la gravité de ce diagnostic de mon cancer. Oui. Parce que, pour mettre les choses en contexte, comme tu le sais bien, les marques de protéines de Ki67... La prolifération des cellules cancéreuses, on va le dire, parce que tout le monde qui nous écoute n'est pas... oui. Voilà, ça donne un indicateur justement... De la rapidité. Oui. Quand on considère que 20% est très élevé déjà, moi, j'étais à 70%. Ben voilà, on a un peu le même... Donc voilà, donc... Oui, c'est très élevé, oui. Triple positif, grade 3 positif, donc il s'agissait d'un cancer très agressif. Oui. Et du coup, elle a pris quand même, parce que je pense qu'à un moment donné, elle avait un peu peur aussi, parce qu'en fait, elle a fait une erreur, effectivement.
Et elle a pris quand même rendez-vous avec un oncologue tout de suite, son confrère, le soir même. Donc en fait, j'étais au cabinet fin de journée, je suis allée le voir, quoi qu'il en soit, parce que de toute façon, il fallait aussi savoir, parce qu'elle était assez directe pour me dire que en fait, il faut traiter les sujets assez... Très rapidement, ouais, oui. Très rapidement. Peut-être même, en fait, de commencer la chimio, c'est ce qu'elle voulait, de commencer la chimio avant d'enlever tout ça. Exactement, et justement, donc c'est ça que... Je vais parler de tout ça après. Mais du coup, je suis allée voir cet oncologue. Il était très franc. En fait, il donnait quand même tout le processus de traitement de manière très directe, sans embellir des choses. Voilà, vous allez perdre les cheveux, le Taxol, le chimio, c'est quand même dur. Mais ensuite, il faut voir, est-ce qu'on fait une mastectomie avant, après. Ensuite, quand je pose des questions, bien sûr qu'il n'y avait pas vraiment des réponses pour me répondre. C'est juste, c'est grave, il faut le traiter, basta. Oui. Donc, j'avais très peu de temps de un peu digérer ça. Et en rentrant dans un taxi, on a appelé Alain. Ah, docteur Toledano. Voilà. Parce que tu connaissais ? Je le connaissais en fait avant, via certains réseaux un peu plus personnels, profession de ma famille, tout ça. Mais moi, je ne l'avais jamais vu, en fait, en tant que relationnel patient, tout ça. Mais comme on le connaissait, on l'a appelé. Il était en vacances. Il est très, très réactif. Oui. Il m'a dit déjà, côté positif. Il commence toujours côté positif. C'est triple positif. Donc, on peut faire Herceptine. On peut faire XYZ de traitement pour mieux traiter le type de cancer. Parce qu'en fait, avant, je ne savais même pas pour plusieurs types de cancer, le triple négatif, le triple positif. On pense cancer, c'est le même. Point barre, oui, exactement. Donc voilà, du coup, point positif. Deuxième chose, comme c'était la période de vacances, il n'était pas là, il m'a donné tout de suite les rendez-vous avec ses confrères. Oui. Je suis allée voir, j'ai vu le chirurgien avec lequel il travaille dans l'équipe. Il m'a dit, moi je pars en vacances en fait aujourd'hui, cet après-midi, mais si vous êtes dans l'esprit et vous êtes capable de me dire oui ou non, je peux vous faire opérer tout de suite. En fait, on peut faire la mastectomie tout de suite. Demain, quoi, genre ? Aujourd'hui, ce matin. Ce matin. Oui. Parce qu'il allait partir dans l'après-midi pour ses vacances. Donc toi, tu l'as vu le jour même et dans la foulée, tu es parti au bloc. Ouais. Et du coup, je dis oui. Je dis oui. Deux choses. Déjà, c'est la peur. Parce qu'en fait, c'était l'annonce, tout ça. Et ensuite, c'était juste trop d'informations dans ma tête. Oui. Nous voulions aussi partir en vacances à un moment donné. Parce que c'était en plein août, en France, tout le monde part. J'avais 2 enfants qui m'attendaient à Londres pour repartir justement en vacances après. Mais aussi, plus sérieusement, en fait, pour moi, c'était le sentiment, s'il s'agit de cellules dans mon sein droit, je peux tout enlever. Je peux tout enlever, en fait. Enlevons le plus vite. Ouais. C'est d'ailleurs rapporté par beaucoup de femmes, en fait. Enlever le plus vite. Bon, après, je sais que parfois, il faut commencer par la chimiothérapie et qu'il faut pas perdre de temps. Justement, mais voilà. Le sujet de faire ça, c'était aussi, il m'a dit qu'on peut faire l'anatomopathologie pour voir s'il y a des profilérations de cellules cancéreuses ailleurs. Parce qu'il m'avait dit, en regardant mes radios, mais il vous en racontait en fait un peu de bêtises, parce que moi je vois avec ça, il y aura des microcalcifications plus denses partout. Et il a bien sûr raison. Je peux te poser quand même une question par rapport à ça. Quand tu as appelé Alain et que tu as été entre les mains de ce chirurgien, la confiance est revenue, parce que j'imagine que tu as dû te poser un peu des questions en fait, parce que c'est mais oui, peu une erreur. Mais ça c'était aussi l'avantage en voyant son frère en fait, qui est cancérologue aussi. Oui. Parce qu'on a pu parler, justement, pourquoi cet ordre de traitement, au lieu de commencer avec la chimio, qui était une option si j'avais pas fait, justement, la mastectomie. Voilà, oui. Parce que c'est ce que explique le chirurgien. Si vous ne souhaitez pas, ce qui est tout à fait compréhensible, on comprend bien. Alors on attaque en fait, il faut commencer la chimiothérapie. Mais c'est chouette, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu étais dans le processus décisionnel, en fait. Ouais. Donc tu étais actrice, c'est jamais tellement figé en fait, quelque part parfois pour des raisons personnelles, il y en a qui choisissent. C'est intéressant aussi je te sens très actrice dès le départ. Tout à fait, c'est exactement ça, et ça c'est un peu l'ADN de l'Institut Raphaël justement. Oui, exactement. Il s'appelle la maison après le cancer, mais ça veut dire quoi en fait?
après le cancer, c'est dès une annonce de cancer est prononcée, ça change à partir de ce moment-là. En fait, c'est déjà après le cancer. On se reconstruit, oui, déjà au moment du diagnostic, en fait. Et donc là, rencontre avec docteur Toledano, que toi tu appelles Alain, moi pas encore. On verra après. Et donc, Mine, dans tout ce parcours, quand est-ce que tu as intégré l'Institut Raphaël? Tu as rencontré Alain, évidemment, assez rapidement, mais quand est-ce que tu as commencé à venir à l'Institut Raphaël pour des thérapies complémentaires? Et est-ce que, à la base, tu pensais faire des thérapies complémentaires ou tu savais pas trop? Je savais pas trop, en fait, à vrai dire, parce que comme j'ai déjà dit, j'ai fait la mastectomie, il fallait quand même attendre 1 mois pour pouvoir commencer la chimio ensuite. Donc, en fait, la chimio était prévue pour commencer en septembre. 1 mois plus tard. Ok. Donc ça me permettait justement de partir en vacances avec la famille, de un peu avoir des digérer parce que tout a été tellement rapide. Voilà, pour avoir un peu prenez l'air, d'autres idées, tout ça. Et du coup, tout pour moi a commencé en septembre. Les chimios tous les lundis pendant 2 semaines. Mm-hmm. Voilà. Et ensuite, on m'a proposé de venir à l'Institut Raphaël, de parler avec une coordonnatrice pour parler en fait, ils font une sorte de bilan de santé, mais des aspects psychologie, aspects émotionnels, sexuels, peur, espoir, des attentes, tout. Parce que le but aussi avec l'Institut Raphaël, c'est de proposer aux patients des outils pour améliorer leur qualité de vie pendant et après. Voilà. Le traitement. Et donc, on sait combien l'après... Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment tout un parcours de soins hyper personnalisé. Alors, on en parlera évidemment un peu plus avec Dr Toledano. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a vraiment aidé comme thérapie complémentaire. Est-ce que tu avais des a priori de groupes de soutien? Comment tu t'es sentie quand tu es arrivée ici et tu as pratiqué toutes ces thérapies complémentaires? Bien sûr. Donc voilà, déjà j'ai donné un peu mes intérêts. Qui ont été très liés à la base pour la cuisine, tout ce qui était autour de la nutrition, de l'alimentation, tout ça. Donc j'ai participé à tout. J'étais à fond pour ça. J'adorais parce qu'il y avait des ateliers avec les chefs étoilés qui sont venus ensuite pour faire des choses. Et il faut avoir un contexte, c'était juste aussi avant le confinement, oui. Le Covid. Donc en fait, j'avais toute une série. C'était collectif. C'était des ateliers collectifs en fait. Voilà. Donc ça t'a permis de rencontrer en fait plein d'autres femmes. Exactement. Ensuite, ce qui m'avait intéressé aussi, en fait, très fortement, c'était les ateliers de soins, de maquillage, de bien-être. Parce qu'en fait, comme je continue à jouer du piano pendant mon traitement, je voulais savoir à un moment donné, en fait, parce que j'avais pas le temps, parce que ensuite, on m'a parlé à un moment donné de faire les traces de sourcils, le micro-bleeding, tout ça, parce que on m'avait dit que, en fait, ça tient et ça peut aider. Mais en fait, j'ai loupé la fenêtre, parce que entre la mastectomie et la chimio a commencé déjà. Et tu peux pas j'avais pas pensé à ça. Mais c'était important pour toi, en fait, tout cet aspect-là, parce que tu savais que tu allais continuer à aller à des concerts et tout Exactement. ça. Donc, te maquiller. Exactement. Je continue à être maquillée ou me montrer dans une situation, des situations publiques, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et certes, ensuite, tout de suite, on est allé un peu trouver une bonne perruque parce que je voulais pas montrer que je suivais le traitement. Pourquoi? C'était pas parce que j'avais honte. Au contraire. Mais tu voulais pas en parler non plus, hein. Tu n'en as pas parlé au début. En fait, j'en avais pas parlé, sauf dans le contexte où je pouvais en parler. C'est-à-dire, en fait, dans le contexte professionnel, j'ai pas parlé de ça avec ce concert parce que je voulais pas montrer aussi aux producteurs de concerts. En fait, je suis un traitement. Ils pensent, est-ce qu'elle sera fiable pour venir? Est-ce qu'elle va annuler? C'est très, très compliqué. Oui, c'est ça, mais le fait que tu sois une personne publique et que... Oui, voilà. C'est la réalité, malheureusement, du producteur, en fait. Et toi, tu voulais évidemment continuer à jouer... Le plus possible, je voulais faire ça. Est-ce que c'était difficile de pas en parler, justement? Ou voilà, tu t'es Aujourd'hui? Non, à ce moment-là, est-ce que c'était difficile de pas en parler? C'était pas trop difficile pour toi, de la pression des concerts et tout ça?
Ou justement, ça t'a porté? En fait, il y avait cet aspect que je voulais continuer à jouer parce que c'était mon identité. Je voulais avoir un aspect où la vie normale, entre guillemets, où le rythme normal continue. Mais bien sûr, en fait, quand tu as un cancer et tu suis le traitement, il n'y a pas de rythme normal. Non. En fait, il faut reconstruire tes habitudes, les habituels, le rythme quotidien. Je vais te poser quand même une question justement par rapport à ton métier, le fait de jouer de la musique. Je sais que pour toi, ça a été très important de travailler pendant ta maladie. Je partage tout à fait. On a quand même pas mal de similitudes, toutes les deux. Mais je vais te poser une question qui est, est-ce que c'était important pour toi de travailler pendant le cancer? Ou est-ce que c'était important pour toi de continuer à jouer de la musique pendant le cancer? Alors, il se fait que ton travail, c'est jouer de la musique, mais tu comprends la différence de la question. C'est le travail et le cancer ou c'est la musique et le cancer? Voilà, donc c'est des nuances très subtiles. Oui. Mais en fait, pour moi, c'était un peu les deux, voilà. À vrai dire. Parce que comme j'étais pianiste concertiste, par définition, j'avais un travail qui était le quotidien pour moi. Oui. Et en jouant la musique, mais ensuite, il faut avoir en tête, c'était des programmes construits déjà. Donc, en fait, tu construis des programmes, c'est formulé déjà. Oui. Ok, donc je travaille sur certains morceaux qui ont été programmés. Donc, parfois. Ah oui, et donc en fait, tu les avais déjà ces morceaux programmés voilà, c'est avant. Ça. Ouais, okay. Donc, du coup, avec cet aspect-là, ça me permettait de continuer à travailler, jouer la musique dans le contexte professionnel. En revanche, la musique m'a énormément aidé de contexte personnel. Parce que des fois, en rentrant avec une séance de chimio, j'étais fatiguée. Je rentrais dans la maison et chez nous, en fait, le piano, tu vois, tout de suite. Je voyais le piano, ouais. Je voyais le piano, je me suis assise devant et je jouais le morceau que je voulais jouer. Oh. Donc tu dirais que tu as eu une manière totalement différente d'aborder la musique en fait pendant ce cancer. C'était une musicothérapeute, c'était des séances de musicothérapie. Que tu faisais à toi, auto-musicothérapie. C'était ça. Et donc, tu revenais, tu jouais le morceau que tu sentais à ce moment-là? Ouais, je faisais ça et j'ai la chance, c'est vrai que en tant que pianiste, j'ai quand même un répertoire assez large. Je pouvais sélectionner des morceaux que je voulais ou que je sentis. Voilà. Est-ce que c'était conscient? Donc, ces morceaux-là, tu dois toujours avoir les partitions ou tu les connais, en fait, tout simplement, les morceaux que tu joues? Un peu les deux. Mais donc, par exemple, est-ce que tu avais conscience à ce moment-là que parfois tu faisais le choix d'un morceau pour une certaine chose ou ça t'a ouvert les yeux sur plein de nouveaux aspects de la musique, en fait? Un peu les deux. Oui. Quand c'était une situation immédiate, spontanée, quand je rentrais, en fait, c'était les morceaux que je connaissais. D'accord. En revanche, quand il s'agissait d'autres moments pendant le traitement, effectivement, j'écoutais certains morceaux, soit sur YouTube, Spotify, la plateforme des disques, tout ça, notamment les 3 intermezzo de Brahms. Oui. J'ai toujours adoré ces intermezzo, opus 117. Je ne les ai jamais joués. Et en fait, cette période aussi m'a permis parce que j'avais quand même des périodes un peu moins denses parce que quoi qu'il en soit, il faut réduire le rythme. Je pouvais pas me déplacer, par exemple avec la chimio parce que avec toutes les baisses immunitaires, c'était pas conseillé de me déplacer, de voyager à l'étranger. Donc je suis restée en France. Oui, puis après il y a eu le Covid, donc il y a eu le Covid. Mais ça, c'était un sujet totalement, en fait, lié, parce que j'ai aussi découvert, justement, avec le Covid, à tel point la musique et la musicothérapie peuvent aider tout le monde dans tout le contexte, même sans le cancer. Est-ce que tu peux justement nous raconter ce qui s'est passé au début du confinement, justement par rapport à cette musique qui est vraiment un lien social? Et je pense c'est incroyable parce que on a tous fait de la musique, on a chanté, la terre entière a voulu écouter plus de musique, tous ces concerts et tout. Et donc raconte-nous ton histoire parce que moi je t'avoue que j'ai été complètement sensibilisée par cette petite partie du livre et quand tu me l'as raconté. Donc oui, parce qu'en plus t'as commencé à jouer aussi. Moi j'ai commencé le piano en fait juste après mon cancer et alors juste pour la petite histoire, au début du confinement il y avait toutes ces chorales du monde entier. Et je me suis inscrite à une chorale. Il y avait des gens, mais partout en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis. Et bon, après, c'était pas si évident que ça. Les partitions étaient compliquées et tout ça. Mais oui, je pense que vraiment, ça a été je crois qu'il y a énormément de gens qui ont commencé. Puis il y a toutes ces méthodes pour apprendre à jouer au piano seul. Moi, je préfère quand même la bonne méthode classique avec les notes et pas les 1, 2, 3. Mais voilà. Donc, raconte-nous ton histoire. Alors, juste pour mettre les choses en contexte, parce que
tandis que j'ai continué à jouer pendant le traitement de chimiothérapie. Oui, les concerts et tout. Les concerts. Oui. Ensuite, comme j'ai été diagnostiquée avec le cancer du côlon en décembre, oui. En fait, ça a un peu perturbé le rythme des choses parce que voilà, il s'agissait d'un cancer moins sévère entre guillemets parce qu'ils ont détecté les choses tôt aussi, oui. Mais j'avais quand même 30 centimètres de mon intestin qui ont enlevé avec vingtaine de ganglions sentinelles, tout ça, donc c'était quand même assez violent, intrusif. Tu peux juste me rappeler où tu en étais dans ton traitement de cancer du sein? J'arrivais à la fin de la chimio. À la fin de la chimio. Tu n'as pas encore fini, hein? Non. Oh mon Dieu, quelle bombe. Et du coup, on a dû interrompre en fait pour oui. Le cancer du côlon parce qu'on savait pas, oui, parce qu'on savait pas si c'était déjà métastasé ou quel stade. Donc voilà, j'avais cette intervention. Ensuite, j'ai commencé la radio en janvier, les radiothérapies. Et c'est drôle de dire parce qu'en fait, tu connais bien, une séance de radiothérapie ne dure pas longtemps, mais c'était épuisant pour moi. 5 jours par semaine, sauf le week-end, pendant 5 semaines. Ensuite, tu avais eu en plus ton opération. Mon opération. Le choc psychologique du deuxième cancer. Enfin, c'est ça. Ensuite, c'était les allers-retours à faire parce qu'en fait, j'habitais pas à côté. Ça a pris 2 heures de trajet aller-retour par jour. Oui. C'était fatigant. Oui. Donc en fait, j'ai beaucoup réduit mes activités professionnelles, à vrai dire. D'accord. Du coup, j'avais un concert prévu le 18 mars 2020. J'attendais ça avec tellement impatience. Tu imagines. Ensuite, je préparais bien sûr la fin de tes traitements. Ouais. Alors, oui. Mais comme je préparais à la maison, je jouais quand même, mais pas devant un public. Oui. Donc, j'attendais ça. Le 17 mars, le président de la République annonce le confinement. Boum. On a regardé à la télé. Je me suis dirigée vers le piano tout de suite. Je jouais. Oui. Je jouais. Et ensuite, je sais pas, pour raison quelconque, mon mari, il a ouvert les fenêtres parce que normalement, on ferme les fenêtres par respect des voisins, du voisinage, voilà. Oui. Ceci dit, moi, je serais contente d'être ta voisine, hein, mais... Tu vois. Mais je jouais et il y avait notre voisin en face et ensuite je suis allée le voir pour dire bonjour. Je me disais, est-ce qu'elle va jouer pour nous? Il dit, moi, écoute, si tu veux, je peux organiser un petit concert aux fenêtres ouvertes ce week-end, parce que c'était le jeudi, le vendredi de confinement. Oui. On fait ça samedi soir, si vous voulez. Ah, ben oui, donc on a mis une petite fiche. J'attendais pas, hein. C'était juste, je fais ça pour, voilà, parce que justement, c'était le choc pour tout le monde, parce qu'on était confinés. On était bloqués, privés de tous aspects sociaux. Donc, je me suis dit, je fais ça. Du coup, et vous avez mis une petite affiche dans l'immeuble. Oui. C'est pas. Si ça vous gêne pas, je vais jouer juste un petit concert parce que je sais à tel point c'est dur pour tout le monde. Mais donc avec les fenêtres ouvertes. Hein, avec les fenêtres. Oui. On vous propose de vous ouvrir vos fenêtres aussi si vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez vous installer dans la cour avec la distanciation respectée pour chacun, bien sûr. Bon, ensuite, il faut avoir en tête. Voilà, je savais pas comment ça va être, accueillir la réaction, tout ça. Mais ça a super bien passé parce qu'ils adoraient. Ils ont adoré ce moment de partage entre les voisins. Parce que on vit dans les grandes villes, comme tu le sais, c'est une vie de rythme frénétique. C'est frénétique parce qu'on n'a pas le temps forcément de penser aux choses, aux autres. Et du coup, avec la musique, c'était un moment de repos, de détente, de réflexion. De lien social. Oui, pour tout le monde. Et du coup, on a parlé à travers des fenêtres. Et ensuite, ce qui était très frappant, émouvant pour moi aussi, c'est parce que ça faisait quand même un peu bizarre. Je jouais dans mon salon, j'avais que mon mari comme mon spectateur. Mais comme je savais que tout le monde écoutait à l'extérieur, je sentais les vibrations du public que moi ensuite je transmettais aussi en même temps. Et du coup, je donnais ça m'a fort marqué aussi ce que tu disais. En fait, c'est vraiment cette espèce de vibration, la vibration entre toi et le public. Donc il y a réellement. Écoute, là, on va parler de plein de choses. Maintenant, on va vraiment aller dans le vif du sujet et dans la musique. Alors voilà, j'ai préparé plusieurs petites questions et tu m'emmènes vraiment où tu veux
En fait, je voulais parler de la médecine qui est liée à la musique, de l'histoire de la musique, un peu de musicothérapie à travers les époques, de musique et de santé, de musique et d'émotion. Enfin bref, on a plein de choses, de séances de musicothérapie. Et puis surtout aussi, toujours avoir peut-être en tête, voilà, on t'écoute là aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut nous-mêmes être aidés avec la musique? Alors je pense qu'on a tous... Je sais pas, je me demande en fait, est-ce que tout le monde vibre? Est-ce que tout le monde vibre? Alors peut-être pas de la même manière. Moi, une musique peut me faire pleurer dans la seconde, ou une musique peut me rendre joyeuse dans la seconde. Est-ce que tout le monde a ça? Dans ton livre, j'ai bien lu que les nourrissons... Simplement, maintenant, la musique en néonatologie, avec les nourrissons prématurés et tout ça, c'est de l'écoute passive et ils sont quand même... Enfin, je pense que tout le monde vibre à la musique, non? C'est clair, c'est le langage des émotions. C'est clair parce que en fait, on a le battement de cœur de base. Oui. Tout le monde a un battement de cœur dans la base. Et c'est aussi ça qui donne les fréquences d'angoisse, de détente, parce que plus rapidement battement de cœur plus rapide, il est angoisse. Voilà, c'est pas le hasard. Par exemple, dans des blocs, les chirurgiens proposent très souvent, est-ce que vous souhaitez écouter un certain morceau pour vous détendre ou des choses comme ça, parce que c'est des choses psychologiques. Cœur, voilà, oui. En fait, il y a ça. Ensuite, au niveau de la musicothérapie, je dirais, la médecine a toujours été très liée avec la musique parce qu'on peut remonter dans le temps, à l'époque des Grecs anciens, tout ça, les dieux qui étaient, en fait, la connexion entre la musique et la santé était très très connue déjà. Apollon, il était médecin et pratiquer la musique pour donner, parce qu'il pensait déjà que la musique semblait à ralentir et donner un apaisement. Oui, donc déjà les vertus thérapeutiques de la musique à l'époque. Oui, j'étais très marquée dans ton livre. Je fais des petits recoupements avec le livre, voir vraiment comme musique et médecine étaient très liées depuis très très longtemps, quoi. Platon, par exemple, il a dit, on met la musique pour adoucir mon peuple. C'est incroyable. Tu vois? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, là, il y a la réaction avec la musique qui est tout à fait... ça donne toujours une réaction. Parce que, regarde, quand on assiste les matchs de rugby, de football, des Jeux olympiques, c'est quoi qu'on entend, en fait, toujours qui rassemble, en fait, tous les pays individuels ou des groupes, des équipes? C'est l'hymne national. L'hymne, évidemment, oui. Et avant un match de rugby, c'est ça qui donne la force pour l'équipe. Oui. Tu vois, de l'encouragement. Et la musique existait avant le langage, en fait. Est-ce que... Je sais pas si je fais une erreur, mais est-ce qu'on n'a pas retrouvé une flûte ou je ne sais plus ce que c'était comme instrument, enfin bien avant le langage, quoi. Ouais, mais c'est ça. Parce qu'en fait, on pratiquait de communiquer avec les sons. Et c'est là où les enfants, avec un nouveau-né par exemple, quand ils pleurent, tout ça, on essaie de les apaiser avec, je sais pas, une petite comptine apaisante. On les berce. Ça fait depuis la nuit des temps, en fait. Hein. Mais on les berce. Oui. Et c'était ça aussi avec la musique. C'est pour ça que j'ai sélectionné certains morceaux que j'ai associés aussi avec le confinement, tout ça à l'époque. Mais ensuite, c'est vrai que je suis pas médecin, mais ensuite il faut avoir en tête. Avec la musique, je parle des vibrations, je parle la notion de pouvoir écouter qui suscite des émotions. Mais bien sûr, il faut avoir en tête aussi, il y a des enfants qui sont nés sourds. Oui. Il y a des gens sourds aussi. Oui. Mais il y a des vibrations et les transmissions des ondes avec tout ça. Parce que pourquoi? On a toujours, comme je dis au départ, le battement de cœur. Mm-hmm. Et en fait, on peut travailler aussi avec ça pour un peu placer les mains devant le cœur pour dire que voilà, je suis détendue. Mais donc même une personne sourde va ressentir les vibrations en fait de la musique, quoi. C'est ça. Oui. Donc voilà, ça c'est un aspect quand même aussi. Il faut pas oublier. Oublier qu'on les mentionne, bien sûr. Ouais. Ensuite, pour parler de la musicothérapie moderne a été conçue vraiment en fait concrétisée après la Deuxième Guerre mondiale. Ok. Parce que c'était pour les soldats de l'armée, en fait, américains. Uh-huh. Donc, c'est une pratique, c'est plutôt anglo-saxonne. Hein. Oui. Et ils ont vu qu'en fait, ils ont été traumatisés par tous les effets de guerre, hein, comme aujourd'hui. Voilà. Oui. Mais dans les hôpitaux, ils ont quand même diffusé la musique. Oui. Ils ont vu qu'en fait, il y avait une réaction forte
de Incroyable. détente, d'apaisement. Des gens qui ont été violents, tout d'un coup, en fait, il y avait un peu le recul avec tout ça. Mais tu sais, le film, je sais pas comment il s'appelle en français, le Shawshank Redemption. Shawshank Redemption, oui, c'est Shawshank Redemption. Cette Quand scène, ils mettent la musique dans la ouais, prison. Oh, c'est incroyable. c'est exactement La ça. même chose, Du coup, ouais. en fait, de plus en plus, petit à petit, la pratique de la musicothérapie est devenue intégrée, installée. Finalement, on la pratique depuis la nuit des temps, quelque part, mais c'est devenu une discipline reconnue. Alors. Reconnue, Oui. et ensuite les gens qui sont formés aussi. C'est parce que ça, c'est très important Oui, aussi. c'est ça. Un musicothérapeute, en fait, Ouais, qui doit c'est vraiment ça. bien connaître. Oui. Exact. C'est comme la sophrologie. On ne peut pas dire que je suis sophrologue parce que je pratique quelques séances de sophrologie et je connais un peu des bases. Non, non, non. Il y a vraiment toute une série de formations quand même D'accord. à bien respecter. Là, on va faire une petite expérience musicale. Alors, on va vous mettre un petit morceau que vous allez tous reconnaître, je pense. Impossible de pas connaître, hein, je pense. C'était vraiment un grand classique qu'on connaît tous. Et Mine va nous expliquer, en fait, qu'est-ce qui se passe pendant cette expérience. Alors, c'était Reality du film La Boum, bien sûr, de Vladimir Kozma. En fait, les séances régulières d'écoute musicale peuvent aussi ouvrir les portes des archives de la mémoire. Parce que écouter la musique se produit, en fait, une réaction dans une certaine zone du cerveau qui donne l'émotion et la récompense. Donc ça veut dire... Ça active le système de récompense aussi. C'est ça, oui. c'est ça. Donc ça veut dire que la musique nous aide à retrouver des souvenirs dans la tête. Et c'est vrai que Reality, La Boum, le film, c'est un film d'adolescence pour une bonne partie de la population française. C'est un morceau qu'on associe toujours avec le bonheur, en fait. Premier amour. C'est ça. Oui. C'est ça. Et c'est pas pour dire qu'on souhaite recréer cette ambiance ou cette situation. C'est juste pour dire que ça donne un plaisir, un facteur de bonheur, de retrouver des souvenirs un peu enfouis dans la tête. Mais alors, est-ce que par exemple des musiques qu'on a écoutées quand on était enfant, c'est un peu comme la Madeleine de Proust, en fait, ça va revenir, on va avoir des sensations de... Est-ce qu'on associe en fait facilement... Mais oui, en fait, on associe facilement des événements avec une certaine... C'est ça. Des événements, Avec alors des événements tristes aussi, avec une certaine musique triste, ou des événements joyeux avec une musique joyeuse, ou... Tout à fait, tout à fait. Parce qu'en fait, en écoutant la musique, ça peut marcher dans les deux sens. Ça nous remonte dans le temps Oui. pour chercher un moment de bonheur. Oui. Ou ça peut construire aussi des nouvelles émotions, Ah, voilà. justement. Oui, Donc, ça c'est intéressant, hein. Oui, c'est- donc on peut bâtir à partir d'aujourd'hui en écoutant certaines musiques Ouais. et Alors, pour parler justement de la musique et des émotions. des émotions. Oui. Effectivement, la tonalité de clé est intégrale dans tout ça. Et ça, voilà, en tant que musicien, on est très sensible à tout ça. Par exemple, le premier prélude de Bach en do majeur, c'est considéré très pur. Mais en fait, nous, évidemment, en tant qu'auditeurs, on connaît pas tous les do majeurs, do mineurs, tout. Alors, c'est super intéressant parce que dans ton livre, tu expliques, mais en fait, inconsciemment, on ressent. Donc, il y a des morceaux qui sont gais, des morceaux qui sont tristes. Est-ce que tu peux nous parler justement de la musique et des émotions? Et moi, j'ai toujours été très, je comprenais pas très bien ce qui se passait en moi de, par exemple, sortir d'un enterrement et dans ma voiture de mettre le Requiem de Mozart. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je vais aller me mettre encore plus de tristesse? Ou, voilà, est-ce que ça nous rend encore plus triste? Ou, je pense qu'on a tous remarqué que parfois, quand on met un morceau de musique, on est hyper triste. Oui, soit on met une musique triste, soit on met une musique hyper gaie et du coup, on ressort de la tristesse. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Je pense que la musique aide notamment à régler nos émotions, justement. À régler, oui. Donc, en Réguler. fait, réguler. Oui, oui. Réguler nos émotions. Régler et réguler, hein, les deux, oui. Réguler.
Les travaux de recherche aussi montrent, par ailleurs, comment les émotions positives augmentent la variabilité la capacité d'adapter au stress physique, émotionnel, environnemental, justement aussi. Donc c'est pour cela, avec des clés qui sont considérées dramatiques, comme Ré mineur, Oui. justement le Requiem de Mozart Oui. a été composé en Ré En Ré mineur. mineur. C'est quelque chose que je pense qu'en fait, la frappe de force avec cette clé doit sûrement être, comme tu dis, en sortant d'un enterrement, d'écouter ça, mais en fait, ça donne un virage total d'esprit, d'émotions senties avec ça. Comme je disais, la musique est un régulateur de nos émotions, en fait. Et du coup, la même musique, la musique même triste, Oui. peut faire du bien. Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle joue un double rôle en apportant cet effet positif de plaisir, parce que tu veux l'écouter, esthétique et de réconfort. Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai été très marquée dans ton livre, justement, de même une musique triste, en fait, apporte de la douceur, apporte de la tendresse, même régule quand même. Parce que je me disais, dis donc, il y a quand même des musiques qui nous rendent tristes. Mais en fait, ça nous apaise. Oui, c'est ça. Et c'est pas le hasard que moi, j'ai choisi l'impromptu de Schubert, justement, quand on m'a diagnostiqué le cancer, parce que c'est un morceau tellement apaisant. Oui. Et j'entrais dans une sorte de séance de hypnose, un univers, en fait, qui était totalement neutre de tout ça, qui me permettait de réfléchir. Alors, est-ce que, donc, toi, maintenant, par rapport à ton expérience personnelle dans la maladie, donc, toi, tu choisissais des morceaux, parfois pour t'apaiser, parfois pour t'amener de la gaieté. Bon, après, toi, tu connais toutes ces clés, évidemment. Donc, tu bien sais. sûr. Mais finalement, je pense qu'on a tous en nous une intuition de ce qui nous fait du bien donc, raconte-moi un petit peu comment tu choisissais tes morceaux. Alors, déjà, j'ai joué beaucoup plus que dizaines de morceaux, bien sûr, pendant le traitement, parce que j'avais tout un répertoire, des choses. Mais ensuite, pour le projet de disque, il fallait quand même juste sélectionner 10. Donc, j'ai sélectionné 10, le plus important, qui m'ont plus marqué pendant le traitement. Sur le disque qui va avec le livre, hein, on parle, donc les 10 morceaux que tu as choisis. Exactement. Et en écrivant ce livre avec Alain, le docteur Toledano, je me suis dit, moi, c'est bien de parler de la musicothérapie, de mes expériences, de témoigner. Alain, avec son expertise médicale, pour parler justement, qu'est-ce qu'il est en fait de la thérapie complémentaire, parce que c'est très important, la médecine intégrative, parce que tout le monde ne sait pas ces définitions des mots. Mais je me suis dit, je suis pianiste. En fait, je peux pas juste parler de la musique, il faut que je joue. Oui. Donc, en fait, c'est une expérience interactive aussi avec le lecteur. Parce que tout au fil du livre, je fais référence à chaque morceau, je donne mes explications. Pourquoi je jouais ce morceau. Oui, et c'est intéressant, c'est de l'écouter, de faire sa propre expérience et de voir. Ouais. Et donc, voilà, pour revenir à ma question, donc parfois tu jouais des morceaux qui t'apaisaient, parfois tu jouais des morceaux quand tu avais des questions ou des doutes. Concrètement, puisqu'on n'est pas tous pianistes comme toi, on est peut-être tous un peu mélomanes, je sais pas. J'en sais rien. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Qu'est-ce que tu conseilles à tout le monde, en fait, qui nous écoute? Et j'ai pas envie de parler que du cancer, mais la musique dans n'importe quelle situation de la vie, parfois difficile, parfois, je sais pas, ou même une situation compliquée avec un enfant. Qu'est-ce que tu nous conseilles maintenant? Si on n'est pas, on joue pas tous d'un instrument. Déjà, je pense que chacun a une tracklist de leur vie. C'est clair, parce qu'en fait, dès qu'on écoute, au fur et à mesure dans notre vie, on a les morceaux qui ont des importances plus ou moins. Oui, justement, ceux de la mémoire qui nous renvoient. C'est ça. Oui. Et dans les suppléments, à la radio. Tu vois, c'est drôle parce que je me souviens, une fois, j'étais chez mon coiffeur et il y avait une chanson qui sortait que j'avais pas écouté depuis des années. Je me dis, mince, waouh, ça m'a transporté, tu vois, à ce moment. C'est fou, hein. Ouais. C'est vraiment fou. Et c'est là, je pense que il faut prendre le temps, quand même, un peu aussi, pour expérimenter. Il faut jamais avoir peur, parce qu'il y a ça aussi de dire que je m'exprime aujourd'hui, parce qu'il y a des moments violents aussi, il y a des moments où je cherche un autre sentiment
de lâcher prise des fois. C'est très personnel. En fait, c'est ça la clé. En fin de compte, c'est très personnel. Tu sélectionnes ta tracklist. Oui, et puis parfois, il y en a qui sont tellement transportés par une certaine... Comment se passe une séance de musicothérapie ? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis pas musicothérapeute. Donc, mais j'ai participé dans les séances de musicothérapie sous la direction d'un musicothérapeute. Ce qu'on fait, en fait, c'est un peu comme une séance de gym, quasiment. Ouais. En fait, on fait des échauffements. Donc, ça peut être... En fait, ça marche dans les deux sens, parce que ça peut être actif ou passif. Donc, chanter, alors, par chanter, exemple ? exactement. Oui. Selon la tranche d'âge, on pose des questions. Parce que très souvent, pour les patients un peu plus âgés, par exemple, c'est des mémoires qu'on cherche à évoquer, à provoquer, déclencher chez eux. Oui. Parce que ça donne, pour certains qui n'ont pas envie de parler, de justement sortir tout ce qu'ils ont ensuite un peu... Ah oui, de sortir toutes les émotions, en fait. Ouais. Oui, donc il y a le morceau de musique et puis on peut sortir toutes les émotions, en fait. C'est une aide, un exutoire. C'est ça. Et du coup, c'est comme je dis, c'est comme une séance de gym, en fait. On fait des échauffements et ensuite, au milieu, on monte un peu, accélère le temps. Donc, ça peut être des choses un peu plus avec le rythme. On fait des exercices de frapper dans les mains ensemble, de chanter, comme tu dis, les choses un peu plus percussives, un peu plus rapides. Donc, ça accélère aussi, le système cardiovasculaire musical, parce que c'est pas pour dire qu'ils font des aérobics, tu vois, donc c'est pas ça, mais c'est le cerveau réagit. Et du coup, et par conséquence, il y a aussi à ce moment-là des réactions très fortes, frappantes avec tout ça. Et ensuite, on fait la détente après. Donc en fait, on revient. C'est vraiment comme une séance de sport. Non, mais c'est vraiment comme ça. La musicothérapie nous permet de tout relativiser dans un contexte musical qui peuvent être ensuite appliqués dans la réalité. C'est ça. Mais en fait, concrètement, on n'est pas toujours obligé de nommer toutes les émotions. Parfois, la musique permet simplement de les ressentir. Il faut pas toujours les nommer. Dans une séance de musicothérapie, est-ce qu'il y a on nomme toujours les émotions ou pas toujours ? Non. Mais c'est un peu comme une séance de psychologique, de thérapeute. De thérapie, oui. Thérapie. En fait, chaque jour, on a des émotions différentes. Oui. Donc, en fait, c'est selon le contexte. Et c'est ça, je dis, c'est vraiment très, très spontané. Oui. Ensuite, des fois, il s'agit aussi des émotions qui ont été bloquées depuis des années, ou depuis, et il y a des événements qui arrivent, qui déclenchent aussi une certaine émotion. Donc, vraiment, c'est très, très spontané dans ce sens. Oui, donc en fait, les besoins sont peut-être sont différents. Variables. Mais c'est pour ça qu'en fait, on a des playlists qui nous conviennent. Finalement, intuitivement, on sait ce qui nous fait du bien. J'ai une petite question. Comment est-ce que la musique t'aide pour gérer la peur de la récidive ? Est-ce que tu as des conseils à donner aux gens ? Mais par exemple, la veille d'une journée de contrôle ou le matin d'une journée de contrôle, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens, en fait ? Je pense que c'est très individuel parce que ensuite la peur de la récidive est variable selon chaque cancer, tu vois. Parce que pour moi au début j'avais très très peur, vraiment. Ah oui, même surtout quand t'as annoncé 2 cancers. Tu vois. Donc c'est vrai. Ouais, et même si le pronostic était bon, j'étais pas convaincue. J'étais pas convaincue de ça. Et ça, c'est là où les ateliers, un endroit comme l'Institut Raphaël, très franchement, parce que c'est une sorte de havre pour tous les patients. Ouais, un cocon. Ou un cocon, oui. Ouais. C'est ça. D'avoir les médecins comme Alain, avec son équipe, qui nous rassurent. Mais même avec ça, des fois, les rassurances des médecins ne nous rassurent pas nous-mêmes. Tout à fait. Voilà. Donc, et la musique t'apportait cette réconfort ? Je dirais, il faut garder l'espoir. Toujours garder l'espoir. Parce que, en fin de compte, et bien sûr, je dis ça tout en mettant les choses en perspective, parce que bien sûr que quand on a un cancer, on peut être guéri, on survit, on continue, la vie continue. Quand on a un cancer, des fois, malheureusement, on peut mourir aussi. Donc en fait, il y a des aspects quand même très durs. Donc je mets ça vraiment avec tout le respect pour ces aspects-là. Mais je dirais c'est pour garder l'espoir, pour dire qu'en fait, je peux, même les moments plus durs, je sais qu'il y a un soutien que je peux avoir avec la musique. Avec la musique, oui. Alors, toi en jouant, mais en écoutant aussi.
Oui, tout à fait. Alors Mine, j'aimerais bien qu'on fasse une petite expérience parce que voilà, on parle d'espoir. Tu as choisi un morceau pour justement évoquer l'espoir. Alors voilà, je vous laisse écouter ce petit morceau. Alors ça, c'était Somewhere Over the Rainbow. C'est un morceau qui donne tant des ondes positives pour moi. C'est l'image aussi de dire qu'en fait, au-delà de l'arc-en-ciel, il y a un monde en fait qu'on peut avoir pour reconstruire. Et du coup, je dirais, c'est vraiment ça, la notion d'espoir, pour dire que je peux confronter tout ce qui m'arrive. Et toi, ce morceau, c'était l'espoir pour Exactement. toi. Et en fait, on peut tous aussi se trouver, comme tu disais, on peut reconstruire en fait une mémoire. On peut aussi associer probablement un sentiment avec un morceau de musique. Alors, je sais que tu voulais aussi faire une autre expérience avec un peu plus de joie, je pense, ou de gaieté, ou. Oui, c'est justement ça, parce qu'en fait, ce morceau peut être interprété et joué dans plusieurs manières. Oui, tu m'as raconté Voilà. Tu m'as raconté parce que hier j'ai mis un post sur Instagram pour annoncer que je venais à l'Institut Raphaël et j'avais choisi la marche turque et tu m'as dit vas-y raconte en fait ce que tu m'as dit, je te laisse raconter. Voilà. Oui. En fait, c'est drôle parce que c'est ce dernier mouvement de la sonate de Mozart a été construit pour répliquer l'ambiance gaie, bigarrée, colorée de l'armée turque à l'époque. Voilà. Et du coup, moi, j'associe les choses avec quelque chose de très joyeux. C'est aussi le sentiment que j'avais aussi quand je jouais ce morceau pendant le traitement, parce que c'était aussi pour annoncer pour moi la fin de tout. En fait, oui. J'adorais. C'est une tube pour les enfants, parce que dans tous les livres de cantine classiques, il y a oui, tout le monde entend de la joie dans mes ce enfants morceau. sautent de joie quand ils écoutent ça. Ah, maman, tu joues ça à nouveau, c'est chouette, je danse. Mais l'interprétation hier sur l'Instagram était très triste, très ralentie. Et du coup, je me suis dit, ça donne un autre sentiment total. Mais c'est pas pour dire que c'est pas la bonne ou la mauvaise. Ah, ça, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, c'est ça. Un même morceau, s'il est interprété de manière différente. Alors, je vais quand même te poser une question parce que j'imagine aussi que toi, en concert, tu dois pas jouer deux fois de la même manière. Non, surtout pas. Selon tes émotions Exactement. du jour. Selon les vibrations du public, parce qu'on le sent fortement. S'il fait chaud, il y a un peu la frustration, il fait chaud. Du coup, des fois, j'accélère parce que le ton change subtilement. C'est pas énorme. Ensuite, si on a un peu froid, j'ai envie de réchauffer. Tout change. En fait, tout est très, très spontané. En fait, c'est une conversation. Ouais, c'est dans le moment. C'est incroyable. Et j'imagine que... Alors, je vais te poser encore une petite question, mais est-ce que tu as joué tellement différemment pendant ton concert qu'avant, tu as découvert quelque chose de nouveau ? Déjà, il y a plusieurs facteurs parce que j'étais très marquée, touchée par les effets de chimio avec la neuropathie. Les articulations, surtout aujourd'hui avec le tamoxifène. Voilà, j'ai mal au doigt, les coudes, tout ça. Le mémoire pour moi, physique, je parle. En fait, j'avais un cerveau un peu embrouillé, comme les femmes enceintes, donc qui restait. Donc, il y a tous des facteurs techniques. J'ai dû m'adapter. Mais ce sont des contraintes, on va dire quand même. Non ? Oui. Donc ça reste c'est assez permanent là maintenant, mais je me suis adaptée. Tu gères, oui. Voilà, je gère effectivement. Ensuite, je joue en fait, toutes mes expériences m'ont permis aussi de un peu changer le chemin, la direction de ma profession, la vie professionnelle aussi. Donc en fait, avec tout ça, oui, je joue de manière différente parce que je donne aujourd'hui pas des concerts traditionnels, normalement. Je joue bien sûr des concerts devant un public dans les festivals, toujours. Je travaille sur les enregistrements classiques, standards, mais aussi je me suis adaptée de donner des conférences pour parler de la musique, le lien avec la musique, avec d'autres professions, parce qu'on n'y pense pas nécessairement.
Et du coup, ça permet aussi aux directeurs, des CIO, des monde de tout, pour montrer à quel point tout est lié. Tout est lié. Ça, c'est un petit peu tous tes projets futurs? C'est ça, exactement. Donc, plus spécialement, donc continuer à jouer en concert, mais parler de la musique comme thérapie, en fait. Donc, exactement. Oh là là. Alors, bon, je vois l'heure qui tourne avec Dr Toledano qui nous attend de l'autre côté de la porte. Est-ce que tu peux me parler de, pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre ensemble? Et puis, on va faire l'expérience de la marche turque, évidemment, hein. Bien sûr. Alors, en fait, c'était en faisant des consultations avec Alain régulièrement, bien sûr, parce que il m'a suivi tout au long du traitement. Et ensuite, on s'est dit, on avait plusieurs échanges parce que il y avait des séances de musicothérapie qui m'ont été offertes, bien sûr, que j'ai participé. Mais ensuite, c'était aussi le perspective de passion, premier point, d'un musicienne professionnelle qui pratiquait aussi la musicothérapie. Mm-hmm. Et ensuite, je parlais avec lui. J'ai écouté ce morceau cette semaine, ça m'a donné telle émotion. Je vais jouer ça, je sélectionne ça. On a vu qu'il y avait un clic. Oui. Voilà, il y avait quelque chose à tout ça. Oui. Et du coup, on s'est dit, si on parlait de tout ça dans un livre. Ah, c'est bien. C'est très complet, hein, parce que c'est vrai que on passe c'est vraiment, j'ai trouvé ça très agréable à lire parce que il y a toute la médecine intégrative, il y a toutes les médecines complémentaires, puis il y a la musique qui vient c'est comme un morceau en fait, hein. C'est vraiment, on est baladé. Vraiment, Mine, merci tout cœur. Alors franchement, je pense que si on avait pu, on aurait pu enregistrer encore 1 heure de plus parce qu'on a plein d'autres expériences. Donc moi, je vous invite vraiment à lire ce livre. Il y aura évidemment toutes les informations de Mine sur la page du site et on va terminer par la marche turque, et donc on va ressentir cette espèce de joie et de gaieté. Là, je pense que c'est universel, hein. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui entend la tristesse dans ce morceau, mais vraiment merci de tout cœur, Mine. Merci à toi, Delphine. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.